Je voudrais clore cette série de capsules consacrées à la question de savoir si et dans quelle mesure Hobbes est un penseur pertinent pour comprendre le socialisme à la chinoise et spécialement la doctrine Xi, c'est-à-dire le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. On a vu que c'était très compliqué, non seulement parce que nous avons des préjugés et il y a beaucoup de malentendus sur la doctrine Xi, mais comme je l'ai montré dans les précédentes capsules, dans de précédentes discussions, il y a aussi beaucoup de malentendus sur la lecture de Hobbes et le sens à donner à sa philosophie politique. Alors, aujourd'hui, je voudrais revenir sur la question de la sédition et montrer que Hobbes n'est pas le philosophe de la tyrannie, n'est pas le défenseur d'un absolutisme sans limite. Et je voudrais dire que je ne suis pas les conclusions de Pierre Manant qui, dans Naissance de la politique moderne, notamment page 65, pense pouvoir conclure que Hobbes condamne toujours la sédition. Toute sédition est-elle absurde ? Personnellement, je ne le crois pas, mais en commentant Hobbes, Pierre Manant pense plutôt que, je le cite, « Si l'on adopte le point de l'individu et de son intérêt, tout individu, quel qu'il soit, a un intérêt vital à l'institution politique qui met un terme à la guerre de tous contre chacun. Tel est le centre significatif du fait et de la réflexion politique continue Pierre Manant. » Je cite Pierre Manant. Comparé à cet intérêt essentiel, l'entreprise bruyante de l'ambitieux qui veut faire de l'institution l'instrument de son intérêt personnel est frappée d'un caractère dérisoire ou, plus précisément, absurde, puisque l'institution en tant que telle est destinée par essence à satisfaire cet intérêt. Il y a donc une sorte de contradiction, continue toujours Pierre Manant, contradiction logique, à prendre pour centre de l'analyse politique un type de conduite qui trouve sa spécificité et sa particularité, non pas dans son intensité éminente, mais au contraire dans un défaut de compréhension de ce qu'elle recherche effectivement. Le conspirateur ou le rebelle, loin d'incarner la vitalité même de l'ordre politique, loin d'en manifester le secret, est un sot dangereux qui ne sait pas ce qu'il veut. Fin de citation. Pierre Manant, donc, dans La naissance de la politique moderne, page 65. Alors, je conteste cette interprétation de Hobbes qui envisage explicitement qu'on puisse justement se révolter justement pour des raisons essentielles. Je cite Hobbes dans le Léviathan chapitre 21 page 346. Si le souverain ordonne, dit Hobbes, si le souverain ordonne à quelqu'un, bien que justement condamné, de se tuer, de se blesser ou de se mutiler lui-même, ou de ne pas résister à ce qui l'agresse, ou de renoncer à l'usage de la nourriture, de l'air, de la médecine ou de toute autre chose sans laquelle il ne peut vivre, néanmoins celui-ci a la liberté de désobéir, dit Hobbes. Page 346. Pour Hobbes, la désobéissance est nécessaire. Non pas n'importe quand, mais quand les stratégies surprennent ou déçoivent les intérêts fondamentaux, quand les décisions prises par le souverain impliquent pour lui une vie toujours diminuée, voire sa mort possible ou réelle. Le mépris des intérêts fondamentaux est donc la limite raisonnable au-delà de laquelle la désobéissance politique est légitime et même inévitable. Néanmoins, soyons mesurés, il serait juste de dire qu'on ne peut pas faire de Hobbes un penseur de la révolte ou de la révolution. Mais c'est justement la raison pour laquelle il me semble pertinent pour comprendre la doctrine Xi. Si il est attaché à la liberté naturelle, Hobbes a souligné que, je le cite, « les humains se laissent facilement tromper par le nom spécieux de la liberté, et privés de jugement pour distinguer entre les choses, ils confondent ce qui relève exclusivement du droit et de la chose publique, the right of public only, avec l'héritage privé ou un droit de naissance. » Fin de citation, page 343 du Léviathan. Comme c'est le cas des libertés individuelles définies par les droits humains, qui confondent pêle-mêle les libertés naturelles d'aller et de venir et de conscience avec la propriété et la liberté d'expression
qui permettent de se développer, voire de protéger à l'intérieur de l'État des communautés d'intérêt particulières, contraires à la liberté et à l'intérêt collectif, contraires à la fin même du contrat social. Hobbes dénonce sous le terme de, je cite, « liberté personnelle », ces libertés périlleuses dans lesquelles il voit un malentendu né dans la tête des historiens et des philosophes, qui se méprennent sur le sens des textes grecs. C'est au motif de ces libertés personnelles, et je cite Hobbes, « en lisant ces auteurs grecs et latins qu'on a pris l'habitude, ayant une vue faussée de ce qu'est la liberté, de favoriser les révoltes et les critiques licencieuses des actions des souverains, et à nouveau de critiquer ces critiques, provoquant ainsi une telle effusion de sang que, en vérité, continue Hobbes, donc, je pense pouvoir dire que rien n'a jamais été si chèrement acquis dans le monde occidental que l'apprentissage du grec et du latin. » Fin de citation, c'est dans le Léviathan, page 345. Telle est pour Hobbes la sédition qu'il dénonçait comme véritablement dangereuse, contre l'appel à la désobéissance de Hampton, qui, sur la question du ship money, refusait de payer l'impôt. Je renvoie à une querelle historique, donc de l'actualité du temps de Hobbes. Hobbes justifie la sanction qui avait été demandée par le roi. Pour la défense navale, je cite, « Le roi d'Angleterre a le droit d'imposer une taxe à tous les comtés, car si on a confié à une personne le soin de défendre et de gouverner le royaume entier, il y a fort peu d'équité à le faire dépendre d'autres gens pour obtenir les moyens d'accomplir sa tâche. Ou alors, ce n'est plus cette personne qui exerce la souveraineté, mais ce sont ces autres gens. » Fin de citation. Donc, quand l'État punit, attention, ce n'est pas toujours violence. Si les punitions sont cohérentes avec la fin pour laquelle il est nommé souverain, il n'y a, à proprement parler, nulle violence, nulle légitimité. Il serait par contre déraisonnable qu'un particulier, c'est vrai, se soustrait au contrat au motif de son mécontentement sur les stratégies choisies par le souverain, alors même que, quelle que soit leur efficacité, elles sont conformes à l'intérêt en vue duquel ce contrat fut formé. Hobbes est globalement favorable à l'absolutisme, c'est vrai, mais il n'ignore cependant rien du problème de sa corruption et du détournement toujours possible du souverain lui-même à des fins particulières ou partisanes, de son usurpation. Et c'est ce problème qu'on appellera ou qu'on qualifiera proprement d'abus ou de tyrannie. Et c'est contre cette perversion que, du droit romain à Gandhi, en passant par la Boétie et Thoreau, et jusqu'au chapitre 21 du Léviathan, donc que nous venons de mobiliser abondamment, se sont élevées des théories de la désobéissance civile qui en précisent les conditions ou les limites. La tyrannie, c'est évidemment le risque majeur d'un mode de gouvernement sans contre-pouvoir garanti. Mais s'il est facile à concevoir, il ne serait pas si facile à observer dans les faits, et le risque qu'il représente serait, selon Hobbes, plutôt théorique que réel. Je veux redire ici que Hobbes ne considérait pas la tyrannie comme un fait réel, je le cite, comme un fait réel, mais comme un mythe, je cite Hobbes, « La tyrannie est un mythe fabriqué par les écrivains anciens et par les universitaires ». Pierre-François Moreau revient sur cette question fondamentale dans Hobbes, Philosophie, Sciences, Religion, à la page 104. Que veut dire Hobbes ? Il ne veut pas dire que les tyrannies n'existent, absolument pas. Il veut dire que les vraies tyrannies ne peuvent tout simplement pas durer. La violence qu'elle génère est tellement insupportable qu'elle est immédiatement renversée. Machiavel a dit à peu près la même chose, mais restons aujourd'hui concentrés sur Hobbes. La question est la suivante. Sommes-nous si sûrs qu'un régime qui dure, et je crois que 70 ans de régime communiste en Chine commence à représenter quand même une certaine durée, est-il possible, d'un point de vue théorique, qu'un régime qui dure aussi longtemps soit vraiment une tyrannie ?
D'ailleurs, les détracteurs du régime chinois le reconnaissent à demi-mot. Je cite François Bougon qui écrivait « En termes de longévité au pouvoir, le PCC se classe deuxième juste derrière la Corée du Nord. Or, aucun parti, dit François Bougon explicitement, aucun parti ne peut régner ad vitam aeternam. » Il écrit ça dans la tête de Xi Jinping, page 214. Il veut dire, en réalité, parce que son vocabulaire est un peu flou, aucune tyrannie ne peut régner ad vitam aeternam. Et nous sommes bien d'accord. Et Hobbes ne l'aurait pas contredit, mais c'est précisément une objection contre les détracteurs du régime chinois. Le Léviathan de Hobbes est la démonstration que le peuple ne choisit de déléguer son pouvoir qu'en vue de mieux garantir le bien le plus élémentaire, dont la privation fait perdre le goût de tous les autres, la paix ou la sécurité. Si le prince impose au peuple de renoncer à sa liberté naturelle, entendue comme pouvoir d'agir sans contrainte ou opposition, celle de faire pour tout un chacun tout ce qu'il juge opportun pour la satisfaction de ses besoins et la conservation de sa vie, et s'il impose à chacun de mettre toute sa force à la disposition du souverain artificiellement créé, ce n'est que pour disposer de la puissance effective des moyens d'assurer la sécurité publique et la liberté civile ou collective. Le prince a compétence sur la détermination des stratégies politiques, non sur celle des fins auxquelles il ne peut déroger sans perdre de facto sa légitimité. Il a compétence pour arbitrer entre les intérêts de groupes particuliers en vue de la conservation de l'État, c'est-à-dire en vue de la préservation et de l'approfondissement de son unité. Cette unité est la condition impérative de sa durée. Loin de se faire par la force, elle dépend de sa capacité à satisfaire raisonnablement les besoins fondamentaux et à respecter la part des libertés naturelles visées par le chapitre 21, qui sont inaliénables dans le contrat. Alors voilà, en substance, la lecture particulière que je fais de Hobbes. Je ne sais pas si elle peut nous aider à comprendre le régime chinois, puisque non seulement nous avons du mal à comprendre le régime chinois, mais nous avons aussi, semble-t-il, même parmi nos meilleurs spécialistes de philosophie politique, du mal à nous entendre sur la bonne lecture de Hobbes. Et j'ai envie de dire, pour Hobbes, la même chose que j'ai déjà moult fois répété au sujet de Xi Jinping, il ne faut pas choisir certains textes et faire l'autruche sur les textes qui contredisent l'interprétation qu'on veut en faire. Il faut, avant de se lancer dans l'interprétation d'un auteur, que ce soit Xi Jinping ou Hobbes, le lire d'abord dans son ensemble pour le comprendre dans ses nuances et éviter de le caricaturer. Bon, nous n'en avons pas fini avec Hobbes. Il a une doctrine des rapports entre le politique et la religion qui est très intéressante et qu'il faut creuser parce qu'elle va aussi être très intéressante, très pertinente pour nous aider à comprendre la manière dont les Chinois pensent le rapport du politique et du religieux, c'est-à-dire ce qu'on appelle en France d'un nom qui a fait couler beaucoup d'encre, la laïcité. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour en parler. Et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.